Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui l'alternative au test de Student pour échantillon indépendant, le test de Mann-Whitney. Le test de Mann-Whitney offre une alternative non paramétrique au test de Student pour échantillon indépendant. On réalise le test de Student pour échantillon indépendant quand on veut comparer deux conditions ou deux séries de données, pas plus, et que les groupes dont on dispose sont indépendants. Pour réaliser ce test de Student, il faut réunir les conditions suivantes. Les distributions doivent suivre la loi normale, doivent être distribuées normalement. Les données dont on dispose proviennent d'une échelle quantitative ou numérique. Et il faut que les variances soient homogènes, c'est la condition d'homocédasticité. Alors il existe deux variantes au test de Mann-Whitney lorsqu'on réalise les calculs à la main. Le cas petits échantillons lorsque les deux séries de données, les effectifs des deux séries de données vont jusqu'à 20 maximum. Et on appellera le cas grands échantillons lorsqu'une ou les deux séries de données ont un effectif qui vont dépasser un effectif de 20. Aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur le cas petits échantillons dans le cadre de cette vidéo. Alors, quand utiliser ce test de Mann-Whitney? Nous allons utiliser ce test quand nous voudrons comparer deux séries de données numériques, uniquement deux séries, mais que les conditions d'application pour procéder au test de Student pour échantillons indépendants ne sont pas respectées. Par exemple, les données sont asymétriques, elles ne suivent pas la loi normale, et où les variances des deux groupes, des deux distributions sont par exemple très hétérogènes. On pourra utiliser ce test de Mann-Whitney pour comparer deux séries de données issues de variables qui sont ordinales. Si les variables sont ordinales, il est conseillé de se diriger directement vers cette alternative non paramétrique, quelle que soit l'allure de la distribution, même si elle est normale, par exemple, quelles que soient les variances des distributions, même si elles sont très homogènes, il est conseillé de procéder directement à cette alternative si les données sont ordinales. Enfin, quelle que soit l'échelle, la nature des données, il faudra forcément que les groupes qu'on va comparer, que les deux conditions qu'on va comparer soient indépendantes. Il ne s'agit pas ici de mesures répétées. Alors, quelle est la logique générale de ce test de Mann-Whitney? Le test de Mann-Whitney fonctionne en ordonnant toutes les valeurs observées de la plus petite à la plus grande, puis en remplaçant les valeurs initiales par leur rang d'apparition. Le rang d'apparition, ça veut dire simplement l'ordre dans lequel apparaissent les observations des deux échantillons lorsqu'elles sont réunies et lorsqu'elles sont triées. Triées, c'est-à-dire rangées de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. C'est sur ces rangs que seront calculées les statistiques de Mann-Whitney. Ce test est vraiment basé sur l'analyse de l'enchevêtrement des observations des deux échantillons. Et alors, s'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, entre les deux séries de données qu'on compare, les rangs élevés et faibles devraient apparaître de façon homogène entre les deux groupes, entre les deux séries de données. Un rang faible consiste ici à une valeur qui arrive en première par rapport aux autres valeurs, tandis qu'un rang élevé, ça va correspondre à une valeur qui arrive en dernière par rapport aux autres données. Nous allons donner un exemple et procéder au test. Considérons la situation suivante. On s'intéresse à l'effet de la musique sur la mémorisation. On fait passer un test de mémorisation à des participants, soit les participants vont écouter de la musique pendant le test de mémorisation, soit ils vont procéder au test de mémorisation dans le silence. On obtient donc les scores suivants au test de mémorisation en fonction des deux conditions expérimentales. Nous souhaitons ici vérifier l'hypothèse selon laquelle la musique nuit à la mémorisation. Ici, on précise ceci. Les conditions d'application pour réaliser un test paramétrique ne sont pas remplies. Les données ne sont pas distribuées normalement. Il va falloir réaliser une alternative non paramétrique ici. Effectivement, en voyant cet énoncé, nous avons donc deux séries de données à comparer, uniquement deux, et nous voyons que la variable indépendante que nous manipulons ici est intersujet. Ce qu'on fait varier ici, c'est la musique ou l'absence de musique pendant la mémorisation. Est-ce que la personne va réaliser le test de mémorisation dans le silence ou avec de la musique? Et les participants sont soit dans une condition, soit dans l'autre, soit dans la condition avec musique, soit dans la condition sans musique. Et donc notre variable indépendante ici est bien intersujet. Les groupes sont indépendants. Les personnes ne réalisent le test de mémorisation que dans l'une ou l'autre des conditions expérimentales. Ils ne sont pas affectés
à l'ensemble des modalités de notre variable indépendante. Donc ici, les groupes sont bien indépendants et nous souhaitons comparer deux séries de données uniquement. Nous devrions donc nous diriger normalement directement vers l'alternative paramétrique. Un test paramétrique ici qui convient, c'est le test de Student pour échantillons indépendants. Or, en vérifiant si les conditions sont remplies pour pouvoir réaliser ce test, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, on va dire que les données ne sont pas distribuées normalement et donc nous allons réaliser l'alternative qui convient ici, c'est-à-dire le test de Mann-Whitney. Alors nous voyons ici que les deux séries de données, sans musique et musique, contiennent respectivement 9 et 10 observations. Nous sommes donc dans le cas particulier d'un test de Mann-Whitney pour échantillons de petite taille. Alors définissons tout d'abord l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir est-ce que la musique nuit aux performances de mémorisation? Est-ce qu'elle inhibe les performances de mémorisation? Nous sommes donc confrontés ici à une hypothèse unilatérale. Si nous avions juste posé la question est-ce que la musique influence les performances de mémorisation sans orienter dans un sens ou dans l'autre le sens attendu des différences, alors nous aurions été dans le cadre d'une hypothèse bilatérale. Mais là, ce n'est pas le cas, nous avons orienté l'hypothèse, on se demande si la musique va nuire aux performances. Nous posons ici l'hypothèse nulle. Selon l'hypothèse nulle, les performances de mémorisation seraient identiques dans les deux conditions. Cette hypothèse, c'est l'hypothèse du test. Le test statistique va mettre à l'épreuve cette hypothèse nulle. Si le résultat du test nous indique qu'il est extrêmement rare d'obtenir des performances identiques par le simple fait du hasard, eh bien, nous rejetterons cette hypothèse nulle pour valider donc notre hypothèse alternative, celle que le chercheur pose. La musique nuit aux performances de mémorisation. Les performances de mémorisation sont inférieures en condition avec musique. Ensuite, nous allons calculer la valeur de décision. Ici, nous allons donc calculer la valeur du U de Mann-Whitney pour nos deux séries de données. Ici, nous allons calculer deux indices, U1 et U2. Nous allons voir comment après. Et une fois que nous aurons fait ça, nous considérerons le minimum de ces deux valeurs calculées pour obtenir U minimum. Quand nous aurons donc obtenu U minimum, nous allons procéder à l'étape de la lecture de la valeur critique pour confronter la valeur de décision U minimum que nous aurons obtenue à l'étape précédente et U seuil, la valeur critique qu'il y a dans la table du U de Mann-Whitney. On prendra ensuite une décision. Et ici, quel sera le critère pour prendre une décision? Eh bien, nous rejetterons H0 quand U minimum sera inférieur strictement à U seuil. C'est-à-dire que lorsque U minimum sera plus petit que U seuil, la valeur qu'il y a dans la table, alors le résultat du test sera donc significatif. Alors nous allons voir maintenant comment procéder à l'étape du calcul de la valeur de décision. Comment est-ce qu'on obtient U1 et U2? Comment est-ce qu'on obtient donc U minimum? Nous allons décrire cette étape avec la méthode des points. Sachez qu'il y a deux méthodes pour obtenir U1 et U2, la méthode des points ou la méthode des rangs. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons considérer uniquement la méthode des points. La méthode des rangs sera décrite dans une prochaine vidéo. Comment procède-t-on donc à cette étape avec la méthode des points? Eh bien, j'avais les données suivantes. La première chose à faire sera d'ordonner les données dans chacune des deux séries. J'obtiendrai ceci une fois que j'aurai hiérarchisé mes données. Quelle est l'étape suivante? Étape 2, il faudra regrouper et ordonner les données des deux séries de données. On va maintenant ordonner les deux séries de données ensemble. Donc ça nous donnera simplement le tableau suivant. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on range les valeurs dans l'ordre croissant, on indique dans la colonne suivante d'où elles proviennent, de la condition musique ou de la condition sans musique. Donc il suffit simplement dans cette étape de ranger les valeurs dans l'ordre et on fait figurer au fur et à mesure l'origine de ces valeurs. Donc maintenant nous sommes prêts pour calculer la valeur du U de Mann-Whitney. Comment va-t-on faire pour l'étape 3? Dans cette étape, il s'agira de se demander, pour chacune des deux séries, combien de valeurs de l'autre série précèdent ou égalent chacune des valeurs. Ici, on va compter un point pour toutes les valeurs de l'autre série qui sont strictement inférieures et 0,5 points pour toutes les valeurs de l'autre série strictement égales. Donc, je vais commencer par ne regarder que les valeurs de la condition avec musique.
À chaque fois, on va se demander, cette valeur, elle est précédée de combien de valeurs de l'autre série? C'est-à-dire ici, cette valeur, elle est précédée, ou égalée, par combien de valeurs identifiées sans musique, silence? Donc je regarde ma case 1 avec musique, la valeur correspond à 1. Je regarde valeur après valeur pour cette série de données. Je me demande, celle-là, elle est précédée par combien de valeurs de l'autre série? Pour ma première case, elle est précédée de combien de valeurs de l'autre série? Eh bien, 0. Alors je continue, je regarde ma case 2 avec musique. Elle est précédée de combien de valeurs de l'autre série? Eh bien c'est pareil, elle est précédée par 0 valeur de l'autre série. Je regarde pour ma case 3 avec musique. Elle est précédée, cette valeur numéro 3, par combien de valeurs de l'autre série? Donc là, je regarde uniquement s'il y a des valeurs qui sont inférieures à mon 3 de la condition avec musique, mais qui appartiennent à la condition silence. Ici, c'est la même chose, 0. Je continue, je regarde ma case numéro 5 avec musique. Cette valeur est précédée par combien de valeurs de l'autre série? 0 aussi. Et ce sera 0 pour les 2 prochaines valeurs. La case 9 en gris correspond à la série sans musique. Là, comme c'est indiqué en haut, je ne regarde que les valeurs de la série avec musique. Donc je vais passer ici cette case. Et ce sera pareil pour les 2 suivantes. Là, on est sur la série qui nous intéresse. Alors ici, la valeur 10, elle est précédée ou égalée par combien de valeurs de l'autre série? Alors sans oublier qu'on va donc compter 1 point pour toutes les valeurs de l'autre série qui sont strictement inférieures et 0,5 points pour toutes les valeurs de l'autre série qui sont strictement égales. Alors ici on va compter 1 point pour le premier 9, 1 point pour le deuxième et 0,5 pour le 10 puisqu'il est identique à la valeur que je suis en train de regarder. Ça nous fera donc 2,5. Ensuite on trouvera pareil. La case 12, ça va correspondre à la série sans musique, et donc là, comme je regarde uniquement les valeurs de la série avec musique, je vais passer les 3 prochaines valeurs. Ensuite, la case 15, on est donc sur la série qui nous intéresse, elle est précédée de combien de valeurs de l'autre série? Ici, on va compter 1 point pour le premier 14, 1 point pour le deuxième 14, 1 point pour le 12, 1 point pour le 10, 1 point pour le 9, 1 point pour le deuxième 9, et on ne va pas oublier de compter 0,5 pour le 15, parce qu'il est identique à la valeur que je suis en train de regarder. Et donc en tout, ça nous fera 6,5. Et ainsi de suite, nous allons procéder ainsi pour tout le reste de nos données. Une fois qu'on a réalisé cette étape, il s'agira simplement de faire la somme des points attribués pour obtenir la valeur de U. Donc si nous faisons cette somme pour chacune des 2 séries de données, nous devrions trouver 18,5 pour la condition avec musique et 71,5 pour la condition silence. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Eh bien, dans le cadre de l'étape 5, nous allons simplement considérer le minimum de ces 2 valeurs. Ici, donc, ça correspondra à 18,5. Et donc, c'est cette valeur que nous allons confronter à la table de Mann-Whitney pour prendre une décision. Donc nous avons réalisé cette étape, nous avons obtenu notre valeur de décision. Ici, nous avons obtenu donc 18,5 pour notre U minimum. Il nous reste à aller lire la valeur critique pour prendre une décision. En sachant ici que l'hypothèse nulle sera rejetée si ce minimum, si U minimum, est inférieur à la valeur seuil que nous trouverons dans la table de Mann-Whitney. Le test sera significatif si U minimum 18,5 est plus petit que la valeur U seuil que nous allons lire dans la table. Alors voici à quoi peut ressembler notre table de Mann-Whitney. Ici, cette table, on reprend toutes les possibilités de couple d'effectifs possibles au niveau de mes 2 échantillons. Donc jusqu'au maximum de 20 pour chacune des séries. On voit bien que on va pouvoir procéder à cette façon de faire quand on a des échantillons de petite taille, uniquement quand N1 et N2, l'effectif de la première série de données et l'effectif de la deuxième série de données, sont inférieurs à 21, on vont jusqu'à 20 maximum. Donc quand j'aurai une des 2 séries de données, ou les 2, avec un effectif qui va dépasser 20, on verra qu'on procédera autrement puisqu'on ne pourra pas aller lire la valeur critique dans cette table. Et donc c'est là qu'on passera en cas grands échantillons avec une méthode différente pour cette étape-là de lecture ou calcul de la valeur critique. Cette table
et celle qui correspond à alpha égale 10% pour un test bilatéral et qui correspond à alpha égale 5% pour un test unilatéral. Donc elle se lie aussi bien pour prendre une décision sur un test bilatéral au seuil de 10% que pour un test unilatéral au seuil de 5%. Ici, comme nous souhaitons répondre à une hypothèse unilatérale et que nous prenons en compte un seuil alpha de 5%, c'est cette table que nous sélectionnons. Donc cette table va nous donner un seuil, la valeur de U seuil, en fonction des effectifs des deux séries de données, en fonction des effectifs que j'ai dans mes deux groupes. Ici, notre première série de données avait un effectif de 9 et la deuxième avait un effectif de 10. Donc il va falloir que je repère la combinaison 9, 10 et on va simplement aller lire la valeur qui sera située au croisement. De ces deux informations ici, j'obtiendrai 24. On remarque qu'on ne peut pas trouver dans l'autre sens en prenant 9, 10. Nous ne trouvons aucune valeur, il suffit simplement de changer l'ordre, de prendre 19 pour trouver la valeur U seuil. Donc nous obtenons 24 ici, et c'est cette valeur donc qui va devenir ma valeur U seuil, qui va me permettre de rejeter ou non l'hypothèse nulle. Nous pouvons donc maintenant conclure ce test U minimum était égal à 18,5. Et donc mon U minimum est inférieur à ce seuil. Quelle sera ma décision? Eh bien, la décision sera celle-ci, H0 peut être rejeté au seuil alpha, 5% pour une hypothèse unilatérale. Est-ce que U minimum est toujours plus petit que U seuil à un seuil alpha de 2,5%, toujours pour un test unilatéral? Il suffit de regarder la table qui correspond ici pour un alpha égale 2,5% pour un test unilatéral, et donc il s'agit de cette table suivante. Ici, ma statistique U était égale à 18,5 et reste toujours inférieure à la valeur U seuil que nous trouvons dans la table qui correspond à 21 pour un seuil alpha de 2,5%. Donc, H0 peut être également rejeté au seuil alpha 2,5% pour une hypothèse unilatérale. Nous pourrons conclure en écrivant ceci. Le résultat du test de Mann-Whitney est significatif. Nous pouvons rapporter la valeur du U qui était égale à 18,5 et préciser qu'on peut conclure ce test à un seuil alpha qui est inférieur à 0,20. Nous pouvons donc affirmer avec ce seuil de risque alpha que la musique a bien inhibé les performances de mémorisation.